Alors, d'abord donnez-moi une petite minute. Ah merde. Donnez-moi une petite minute parce que j'ai fait toutes mes vidéos les unes après les autres, donc je vais aller ranger les DVD et les Blu-ray. Comme ça c'est fait. Et ensuite, je ferai la critique du film dont on va parler maintenant. Mais d'abord, je vais ranger les DVD. Et je pense que j'en ai que deux à ranger. C'est The Mirror et You Should Have Left. Alors, voilà. Voilà, juste à côté de Restreint. Restreint qui est un film qu'il faut que je regarde d'ailleurs. Restreint qui est un film que je n'ai plus vu depuis un bail. Je crois que j'ai vu une seule fois depuis que j'ai acheté. Bref. Aujourd'hui, je vais parler d'un film. J'avoue que j'étais très récalcitrant à l'idée de le voir. C'est un film, enfin pas récalcitrant, plutôt j'étais sceptique. J'étais très sceptique à l'idée de le voir parce qu'en fait je savais pas à quoi m'attendre. Et très souvent quand les films je sais pas trop à quoi m'attendre, ou alors très souvent quand je sais pas, je vais dire par exemple, imaginons que le poster original marketing du film, souvent il ne m'attire pas, je vais être récalcitrant à l'idée de le voir. Je sais que ça a l'air un peu con, mais c'est comme ça que je choisis mes films, et c'est comme ça que je choisis les livres que je lis et les films. Souvent, quand un poster original marketing d'un film ne me plaît pas, je peux être un peu récalcitrant, ou je peux avoir justement ne pas avoir envie de le regarder. Mais c'est vrai que c'est là que se pose la question du est-ce que tu regardes ou non. C'est parce qu'un poster de film, un poster de série, ça a toujours servi à raconter un petit peu, à raconter de manière vraiment très courte et de manière imagée ce dont va parler le film. Je veux dire par exemple, si je prends le film d'horror Smile qui est sorti en 2022, pardon. Si je prends le film d'horror Smile qui est sorti en 2022, si je regarde le poster, je sais tout de suite à quoi m'attendre, à quelque chose de maléfique qui te sourit. Euh, donc voilà. Et c'est aussi surtout le titre qui montre un peu l'aspect de l'histoire. C'est aussi le titre qui va montrer l'aspect de l'histoire. Et quand j'ai entendu parler de Flatliner, l'expérience interdite, euh, j'avoue que j'ai été sceptique, mais j'ai mes raisons. J'ai mes raisons d'avoir été sceptique avec ce film. En fait, déjà, Flatliner, l'expérience interdite, c'est un remake et une suite. Parce qu'en fait, Flatliner existe déjà. Flatliner existe déjà, c'est un film de 1968, si je ne me trompe pas, ou 1986. Mais c'est un film qui existait déjà et en fait, c'est une reprise. Et Flatliner, ou alors l'expérience interdite, je trouvais que le titre, l'expérience interdite, ça faisait un peu déjà revu et revu. Ça faisait un peu déjà vu. Ça faisait un peu ça faisait un peu trop film d'horreur authentique. Et donc je me suis dit, regarde pas. Mais après quelques minutes de réflexion, je me suis dit, je me suis dit, quitte à avoir du temps à tuer, regarde ce film et fais-toi ton avis dessus. Parce que beaucoup de gens n'arrêtaient pas de parler de Flatliner quand il est sorti. Beaucoup de gens n'arrêtaient pas de parler de Flatliners quand il est sorti de l'expérience interdite. Et, euh, et moi, je me suis dit, quitte à me tourner vers les gens qui parlent de Flatliners, et quitte à me tourner vers les gens qui parlent de l'expérience interdite, je me suis dit, mieux vaut regarder le film et t'as du temps à tuer, alors regarde-le. Je l'ai regardé.
Maintenant, de quoi parle Flatliners? Flatliners est un film d'horreur américain. C'est un film d'horreur SF. J'avoue que je n'ai jamais trop été attiré par ce mélange. Je n'ai jamais trop été attiré par le mélange. Le seul mélange que je trouve bien, avec le SF, et là je citerai un film, un seul. Là, je citerai un film, un seul. Le seul mélange que je trouve bien avec le SF, c'est le drame, la romance et le thriller. Donc, quand je parle d'un thriller, drame, romance et SF, je parle du film Passengers. Je citerai ce film. Je citerai ce film parce que ce film, c'est un thriller drame SF romance, et je trouve que c'est un mélange plutôt bien. Euh, parce que souvent, on m'a dit tu verras, c'est un thriller, et j'ai regardé, c'est un film de drame. On m'a dit très souvent oh tu verras, c'est un bon film drame, et j'ai regardé, c'est un thriller. Pour ne pas confondre, parce qu'il y a une différence entre thriller et entre drame. Un drame, c'est quand il s'est passé quelque chose de dangereux. Un drame dans un film, c'est quand il s'est passé quelque chose de dangereux, quelque chose qui a pu coûter la vie à quelqu'un, quelque chose de dramatique en fait. D'où le mot drame. Donc c'est quand il se passe quelque chose de dramatique qu'on appelle un film un drame. Mais quand un film se fait appeler un thriller, c'est qu'il y a... c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais quand un film se fait appeler un thriller, c'est qu'il y a du sang, c'est qu'il y a des cadavres, c'est qu'il y a des morts, c'est qu'il y a par exemple toute une section d'élite qui est arrivée, c'est qu'il y a la police qui est venue pour quelque chose, c'est qu'on est intervenu pour quelque chose de vraiment très dangereux au-delà des limites d'un drame. Donc ça c'est un thriller. Mais beaucoup de gens m'ont dit regarde-le, c'est un bon drame. C'est pas un drame, c'est un film d'horreur SF. Et c'est un mélange que je ne cautionne pas trop. Même si j'avoue qu'il y a un seul film d'horreur SF, et je citerai un seul nom, un seul film d'horreur SF que j'adore et que je peux regarder encore, mais ça c'est peut-être parce qu'il fait 1h23, 24, 1h23. C'est peut-être parce qu'il fait 1h23 et qu'il y a, euh, qu'il y a trois acteurs que j'adore. C'est le film d'horreur de Lazarus Effect par les créateurs de Purge et par les créateurs de Paranormal Activity. Mais ça, c'est peut-être parce qu'il fait 1h23, qu'il est pas très long, et que c'est un film d'horreur SF, et qu'il est vraiment horrifique, et que j'avoue, j'ai un grand faible. Ça, c'est mon point faible dans les films d'horreur. J'ai un faible pour tous les films d'horreur qui se terminent avec des flammes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique. Je suis pas pyromane. Je suis pas pyromane, c'est peut-être psychologique, mais j'ai un faible pour les films d'horreur qui se terminent dans les flammes. Je trouve ça génial. Et c'est peut-être parce que le film d'horreur The Lazarus Effect, c'est peut-être parce que le film d'horreur The Lazarus Effect se, ter- se base entièrement sur un côté flamboyant, sur un côté fumant et sur un côté incendié. En fait, le film, le film Lazarus Effect se base sur un incendie. Donc tout le long des 1h23, on va tourner autour de quelque chose de flamboyant, on va tourner sur quelque chose, sur un air pyromane. Et donc c'est peut-être à cause de ça que je l'adore. Et c'est peut-être, et c'est peut-être aussi à cause du fait qu'il y ait Evan Peters de American Horror Story, et aussi peut-être qu'il y ait Olivia Wilde de Tron. Et donc voilà. Et aussi peut-être l'actrice du film d'horreur Emily que j'avais regardé, qui est un film d'horreur sur une babysitter qui devient complètement tarée. Je sais plus son nom, mais bon voilà. C'est peut-être aussi à cause de ça. C'est peut-être aussi à cause de certains acteurs que j'aime bien. Et comme le film est pas prise de tête et qu'il est dans les flammes, je l'aime bien. Bon, on est ici pour parler de Flatliner, l'expérience interdite. Flatliner parle de Flatliner parle en fait de quatre adolescents, non quatre étudiants, pas adolescents, ils sont pas adolescents. C'est quatre étudiants qui sont adultes, hein, mais ils sont étudiants en médecine. C'est quatre étudiants en médecine et il y en a une d'elles qui s'appelle Courtney. Courtney, en fait, l'une d'elles
descend un jour au niveau C de l'hôpital et demande à l'un d'entre eux de le rejoindre. Et ils descendent au niveau C de l'hôpital sans passer par un autre niveau de l'hôpital parce que ce niveau-là est muni de caméras. Donc ils arrivent au niveau C et le niveau C en fait c'est un niveau où tout a été abandonné et il y a plein d'appareils électroniques. Et ce que veut faire Courtenay, c'est arrêter son cœur pendant 1 minute. Ce que veut faire Courtenay, c'est arrêter son cœur pendant 1 minute et essayer de voir ce que ça fait de revenir à la vie et surtout essayer de voir s'il y a une vie après la mort. Alors, elle va se prêter elle-même à son expérience et appeler un de ses copains, un de ses confrères, pour pouvoir, c'est plus un de ses copains, elle va appeler un de ses copains pour pouvoir arrêter son cœur et pour pouvoir prendre soin d'elle pendant l'opération, enfin pendant l'opération globalement, hein, parce que ce n'est pas une opération, mais je veux dire pendant la chose qu'elle va faire, pour pouvoir prendre soin d'elle, elle a besoin d'un de ses amis auprès d'elle qui va prendre ses paramètres, ses mesures, le temps qu'elle va rester morte. Et, et donc, elle fait ça, et elle ressent une sensation pas normale, une sensation étrange. Et elle se rend compte qu'il se passe quelque chose après la mort. Et ensuite, tous les quatre vont analyser les données de son cerveau qui étaient sur un PC. Ils vont analyser tous les quatre les données de son cerveau, les données enregistrées par un PC de son cerveau, et ils remarquent qu'il y a la plus ancienne région du cerveau qui est juste en dessous de l'hippocampe, donc la plus ancienne région du cerveau qui est restée allumée pendant qu'elle était morte, alors que ton cerveau est censé s'éteindre. Et la question qu'elle se posait, c'était pourquoi le cerveau reste éteint, reste encore allumé après la mort, alors qu'il est censé s'éteindre. Et quand ils font cette expérience, ensuite, il y en a un deuxième qui dit après c'est mon tour, et une autre dit alors après c'est mon tour. Et le suivant dit après c'est mon tour, et l'autre suivant dit encore une fois après c'est mon tour. Et finalement, ça devient une sorte de drogue. Ça devient finalement une sorte de drogue à laquelle ils vont finalement se doper. Donc ça va devenir une sorte de drogue qu'ils vont appeler l'expérience de mort imminente. Ils vont appeler ça l'expérience de mort imminente et ça devient une sorte de drogue à laquelle ils vont se doper. Et, et à chaque fois, ils vont se tuer et se réveiller. Et, et le film est plutôt pas mal. Moi, je trouve personnellement qu'il montre une certaine alchimie entre les personnages, entre le personnage de Marlowe, entre le personnage de... Si je me trompe pas, j'ai une fois regardé les personnages sur internet, excusez-moi, dans mon PC, 2 minutes. Je me souviens qu'il y a Marlowe, je me souviens qu'il y a Courtenay. Courtenay, c'est celle qui a lancé l'opération. Donc, non, ça c'est Ocean 8. Alors, je vous dis ça tout de suite. D'ailleurs, je viens de remarquer, le film d'horreur Flatliner date de 1990. J'y étais presque. Donc, le truc, c'est qu'ils vont tous se prêter à ce jeu. Ils vont tous se prêter à ce jeu et ça va très vite devenir une drogue pour eux. Et donc, Marlowe devient la suivante, Marlowe devient la suivante, Sophie devient la suivante, Jamie devient le suivant, et Ray devient le suivant, et Courtenay, qui a engagé tout le monde pour pouvoir l'aider dans son expérience de MI, donc de mort imminente, va se rendre compte qu'à chaque fois, ils vivent des trucs extraordinaires et reviennent à la vie avec des connaissances en plus.
Sauf qu'ils reviennent à la vie avec des connaissances en plus, mais chacun a quelque chose à se reprocher. Chacun a quelque chose à se reprocher. Si je me rappelle bien, Marlo, elle a tué quelqu'un. Marlo, elle a tué un patient qui était atteint de graves blessures, des blessures de méduse. Elle l'a tué parce qu'elle a donné le mauvais traitement et qu'il était déjà sous un autre traitement. Donc depuis, elle s'en veut. Euh, Sophia, elle a hacké le PC d'une jeune fille de laquelle elle était jalouse et a envoyé des photos d'elle sur Internet. J'ai pas besoin de vous dire quel genre de photos. Et donc depuis, elle s'en veut. Jamie, lui, il a mis une femme enceinte et est parti. Donc depuis, il s'en veut. Et en fait, le fait d'avoir cette... et Ray, je sais plus ce qu'il a fait. Et le fait d'avoir fait ça, en fait, chacun a quelque chose à se reprocher. Et depuis qu'ils ont fait ça, en fait, il y a quelque chose qui les suit et qui leur montre leurs reproches, qui leur montre leur honte, qui leur montre leur peur, leur honte et ce dont ils doivent se pardonner. Et le film est entièrement basé sur ça, sur le pardon. Le film est entièrement basé sur le pardon, sur le fait des mauvaises actions. Et, euh, je trouve que c'est un chouette film parce que entre les personnages déjà, entre les personnages, il y a une certaine alchimie qui est géniale. Il y a une certaine alchimie qui est géniale parce que quand ils sont dans la salle où ils vont se tuer, quand ils vont au niveau C, l'endroit dans lequel ils arrêtent leur cœur et dans lequel ils se réveillent, ils sont tous un peu apeurés et celle ou celui qui va se mettre sur, euh, sur l'IRM, parce que c'est un IRM, c'est un appareil d'IRM pour lire dans le cerveau, celui qui va se mettre sur l'IRM est totalement apeuré, totalement terrifié et a vraiment trop la trouille parce qu'il a peur ou elle a peur. Et ceux qui doivent le tuer ou la tuer sont vraiment en panique et en angoisse totale, alors que quand ils se réveillent juste après, c'est comme si tous les personnages formaient un puzzle. C'est comme si tous les personnages formaient un puzzle qui avait été fait au millimètre près et que les pièces s'emboîtaient parfaitement. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette différence entre la panique, la peur, l'angoisse, le fait d'avoir la trouille, et tu reviens avec beaucoup de connaissances, et c'est tellement intense que ils ont vécu tous la même expérience, et il y a ce contraste entre la peur, avoir la trouille, et se rendre compte que tu formes un tout à plusieurs. Mais il y a cette force qui n'est pas expliquée dans le film, on ne sait pas ce que c'est. Il y a cette force qui n'est pas expliquée dans le film, c'est un peu dommage, et qui les traque en leur montrant leurs pires remords, leurs pires hontes et les choses qu'ils ont fait, dont ils vont devoir essayer de se pardonner. Et à un moment, ils se mettent tous d'accord, comme s'ils formaient un tout. Je l'ai déjà dit, mais ils forment un tout à partir du moment où ils ont tous fait l'expérience. Ils forment un tout et c'est comme un puzzle. Et ils se mettent tous d'accord sur le fait qu'ils doivent pardonner la personne à qui ils ont fait mal, ou alors la chose qu'ils ont fait, ils doivent pardonner. Sauf que il y a un truc, ça je trouve que c'est bien joué. Ça je trouve que c'est bien joué. Il y en a une, elle peut pardonner parce que la personne à qui elle a fait du tort est toujours vivante. Il y en a un, il peut pardonner parce que la femme qu'il a laissée seule est toujours vivante. Un autre, il peut pardonner parce que elle est toujours vivante aussi, et il est toujours vivant. Et Marlo, elle ne peut pas elle ne peut pas pardonner, elle ne peut pas dire pardon, parce qu'en fait, la personne à qui elle a fait mal est morte. Donc, à un moment, ils cherchent Marlo partout et se rendent compte qu'elle est nulle part, elle est même pas à l'hôpital. Ils arrivent tous au niveau C et Marlo est sur l'IRM, allongée, morte, avec le casque sur la tête. Ouais, en fait, ils ont un casque sur la tête parce que c'est pas leur cœur qu'ils arrêtent. C'est pas leur cœur qu'ils arrêtent, c'est leur cerveau qu'ils arrêtent. Et donc, ils arrêtent leur cerveau et Marlo a fait l'expérience seule et elle est morte depuis plus que 2 minutes.
parce que le premier, le premier arrête son cœur, donc arrête son cerveau. Le premier arrête son cerveau pendant 1 minute, le deuxième arrête son cerveau pendant 2 minutes, et le troisième arrête son cerveau pendant 3 minutes. Et là, Marlowe, elle était déjà morte depuis 5 minutes. Et, euh, et ils arrivent et ils essayent de la, de la réveiller, mais ça fonctionne pas parce qu'elle est en train d'être aspirée. Elle est en train d'être aspirée par ce dont elle rêve. Enfin, elle ne rêve pas, elle est morte. Elle est en train d'être aspirée par l'endroit dans lequel elle est une fois qu'elle était morte. Et je trouve ça plutôt déjà c'est intelligent de sa part de s'être tué pour aller pardonner à un mort, mais c'est pas très intelligent par rapport au fait que tu arrêtes ton cœur et tu arrêtes ton cerveau et tu t'es tué alors qu'il y a déjà une de tes copines qui est morte. Donc quelque part c'est intelligent, mais quelque part c'est pas intelligent. Mais sinon le film est super bien foutu et super bien ficelé. Moi, je vous encourage vraiment à aller voir Flatliner, l'expérience interdite. C'est un film de SF horreur, même si l'horreur est beaucoup plus placée. Je trouve que l'horreur est bien placée dans ce film parce qu'une fois qu'ils reviennent de leur mort imminente, de leur expérience de mort imminente, ils commencent tous à avoir des visions de la mort, comme si la mort les suivait, mais de manière invisible. Comme si la mort les suivait de manière invisible, ils commencent tous à avoir des expériences de choses qui n'existent pas, des hallucinations, des choses qui n'existent pas. Par exemple, il y en a une qui voit sa sœur qui était morte, qu'elle a tuée dans un accident de voiture. Et à un moment, t'as le rideau de sa salle de bain, de sa baignoire, qui tombe dans la baignoire et la baignoire qui est remplie d'eau. Elle regarde et il y a un cadavre qui se lève en dessous du. Il y a la forme d'un cadavre qui se lève juste en dessous du rideau. Et ce ne sont que des expériences de leur cerveau en fait qui se recalibre, qui se, qui se, qui se remet en place en fait. C'est que des hallucinations de leur cerveau qui se recalibre, qui se remet en place, qui se, je vais pas dire qui se réincarne, mais qui redevient comme lorsqu'il était vivant. Et ce ne sont que des expériences, des flashbacks d'avant ou alors des choses qu'ils ont vues. Et c'est un peu comme si l'expérience de mort les suivait. Et donc l'horreur quelque part est super bien placée dans ce film. L'horreur est super bien placée dans ce film parce qu'il y a toutes les expériences qu'ils ont vécues, les expériences traumatiques, qui les suivent de manière invisible. Et ça pour chacun. Et comme elles sont toutes différentes, c'est, c'est génial parce que, comme elles sont toutes différentes, c'est génial parce qu'en fait, il y a plein de timelines différentes. Il y a la timeline de Marlowe, il y a la timeline de son amie Sophia, il y a la timeline de Ray, il y a la timeline de Jamie, et il y a la timeline de, de l'autre qui a démarré l'expérience. Et il y a ces 5 timelines, je crois qu'ils sont 5, oui. Il y a ces 5 timelines donc ces 5 lignes du temps de leur vie qui sont superposées les unes au-dessus des autres et que tu suis en une seule ligne du temps durant tout le film. Moi, je vous encourage à aller le voir parce que c'est un film d'horreur génial. Il dure 1h48, si je ne me trompe pas. Au compteur, il a 1h48. Et on les voit pas passer les 1h48. On voit pas passer les 1h48, elles sont même presque plus longues. T'as l'impression que le film dure 2 heures. Mais je crois que t'as l'impression que le film dure 2 heures parce que c'est un film qui prend vraiment son temps. D'ailleurs, le film commence avec une petite pointe d'humour, c'est juste trop drôle. Mais comme c'est un film qui s'amuse à prendre la durée sur les scènes, c'est un film qui s'amuse à prendre de la durée sur les scènes, c'est un film qui prend du temps. Il, pr- il prend pas sa tête, il se prend pas la tête, il se prend pas la tête à tout rusher d'un coup, il se prend pas la tête à tout rusher d'un seul coup. C'est un film qui prend son temps sur les scènes. Sur les scènes, sur les moments, les instants, il prend son temps, il prend bien le temps d'aller lentement sur les scènes, et donc tu prends bien le temps d'observer tout ce qui se passe, et le film a l'impression de durer 2 heures, alors qu'il ne fait qu'1h48 au compteur. Moi je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir Flatliners.